Cette semaine, je vous le disais, des drones ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg, notamment le jour même de l'ouverture du Forum économique international, sorte de Davos en Russie, où Vladimir Poutine s'est d'ailleurs exprimé aujourd'hui. Des drones qui sont sans cesse plus perfectionnés, qui auraient tué, selon Volodymyr Zelensky, en moins d'un an, quelques 100 000 militaires russes. Volodymyr Zelensky, bien conscient des fragilités russes, tant sur la ligne de front qu'en Russie même, propose donc à Vladimir Poutine des négociations directes pour mettre fin à cette guerre, fin de non-recevoir tout à l'heure du côté de Vladimir Poutine. On en parle donc avec notre invité ce soir, Vincent Jauvert, grand reporter, ancien chef du service étranger au Nouvel Observateur et auteur donc de cet ouvrage qui est paru donc en mars dernier, Kremlin confidentiel, aux éditions Albin Michel. Bonsoir Vincent Jauvert, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Alors tout d'abord, est-ce qu'on est en train d'assister à un tournant dans cette guerre en Ukraine avec ces frappes en profondeur, y compris cette semaine sur Saint-Pétersbourg, ville natale d'ailleurs de Vladimir Poutine? En tout cas, il me semble qu'on assiste à un tournant, un tournant dans le régime Poutine, dans son règne, manifestement. Il vit la période la plus difficile de son règne. Ça se passe très mal du point de vue intérieur, pour des raisons que vous avez expliquées tout à l'heure, à savoir l'économie est en régression maintenant, il y a de l'inflation, les gens sont très mécontents des coupures Internet. Et puis il y a le front militaire où la Russie n'avance pas. On ne peut pas dire que l'Ukraine gagne, mais il y a un stalemate, comme on dit en anglais. Une impasse. Et Zelensky arrive à gâcher la fête de Poutine. Il a gâché la fête à Davos, au Davos russe, à Saint-Pétersbourg. Il a gâché la fête le 9 mai. Il a des frappes très, très politiques parce qu'il sait que Poutine ne vit que par son image de marque. Et notamment son image de marque intérieure. Et donc, s'il atteint à l'intérieur, chez lui, Vladimir Poutine, le seul qui décide, eh bien, il a des chances d'obtenir... il y a petite chance d'obtenir qu'il recule, même si je n'y crois guère. Et ça même, selon vous, ces frappes de déstabiliser l'opinion publique russe? Oui, parce que qu'avait dit Poutine en février 2022 ? Il avait dit « je vais gagner une guerre, on va remplacer le régime en 24 heures ou en 48 heures ». À tel point d'ailleurs qu'on oublie de dire que les armées russes, les fameux chars qu'on voyait, pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés ? Parce que c'était des chars, c'était une armée d'occupation. C'était pas une armée qui était destinée à se battre. Donc ils étaient convaincus. Et il a vendu ça à son élite. Et en réalité, comme on le sait maintenant, évidemment, ça a pris... ça dure depuis plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale, tout entière. Et donc, oui, évidemment, pour le peuple russe, c'est insupportable. Et lui-même ne peut pas s'en tirer autrement qu'en s'enfonçant dans la propagande de plus en plus dure, en s'enfonçant dans la répression. Il n'y a pas de moyen pour lui d'en sortir, à mon sens, autrement. Vous évoquiez donc ces pertes colossales côté russe, notamment du fait de ces drones à moyenne et longue portée. Volodymyr Zelensky parle de 100 000 militaires russes tués en moins d'un an du fait de ces drones. L'avancée technologique côté ukrainien est assez spectaculaire à cet égard. Oui, ils sont devenus les leaders en la matière en Europe. C'est incroyable les avancées qu'ils ont produites. Ils arrivent à tuer 3 fois plus, ou autant de soldats russes en un mois que de pertes russes en Afghanistan. Je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire. C'est considérable. Et donc, ils sont arrivés seuls, ou aidés quand même par les Européens et les Américains, à développer une industrie, une technologie à laquelle on ne pensait pas, souvenez-vous, il y a 5-6 ans, on pensait que c'était marginal, c'est devenu au cœur des conflits, et on l'a vu en Iran aussi d'ailleurs. Ce qui renverse l'équilibre entre les forts et les moins forts. Un peu comme la bombe atomique c'est la fameuse doctrine du faible au fort. Le faible est puissant grâce à ses drones. Et donc, il a joué ça, Zelensky et son équipe, ils ont joué ça de manière extraordinaire.
Et tout cela dans un contexte où on dit Vladimir Poutine plus fébrile, disons, que jamais, voire complètement paranoïaque. Vous qui connaissez bien, et vous l'exposez notamment dans Kremlin Confidentiel, votre livre, hein, je le rappelle, aux éditions Albin Michel, une paranoïa donc qui va grandissant avec, avec ce contexte. On sait qu'il y a des mesures de sécurité aussi drastiques, de plus en plus drastiques autour de sa personne. Je ne dirais pas paranoïaque. Il est raisonnable. Il est réaliste ? Eh bien oui, il est très menacé. Il est d'abord menacé, on l'oublie, par les Tchétchènes. Les Tchétchènes qu'il a massacrés il y a 25 ans, un jour se vengeront. Ils l'ont dit et ils le feront. Mais ce ne sont pas les seuls. Il a les voyous aussi. Hein, et n'oubliez pas que c'est un État mafieux qui s'est construit autour de la mafia. Donc il a tous les voyous. Et puis il a les Ukrainiens. Et puis il en a d'autres. Donc il a bien raison de se méfier. Souvenez-vous aussi de la révolte de Prigojine, hein, il y a 1 an et demi, ou presque 2 ans donc maintenant. Un coup d'État à nouveau ? Ah oui, je pense que c'est ça qu'il craint le plus qu'une révolte du peuple, mais encore on peut très bien l'imaginer. Mais oui, le coup d'État intérieur, une fracture au sein de l'élite. L'autre moment où il a été en danger, c'était au moment de la montée de 5000 hommes, souvenez-vous, très armés vers Moscou, dirigés par Prigojine. Donc on l'a oublié, mais c'était pas rien quand même. Hein. Imaginez en France qu'une colonne monte vers Paris. On évoquait les coupures récurrentes d'Internet en Russie, en lien évidemment avec cette fébrilité du pouvoir russe, un mécontentement grandissant de la population en lien aussi donc avec la situation économique. Elle s'exprime de plus en plus, vous diriez quand même, ce mécontentement s'exprime de plus en plus malgré des espaces quand même d'expression limités, et puis cette répression plus féroce que jamais. C'est le moins qu'on puisse dire. Et l'un expliquant l'autre d'ailleurs. La répression est due au fait que, vous savez, le KGB ou l'ex-KGB savait faire une chose, c'était analyser la population et manœuvrer la propagande. Bon. Et ils sentent bien que ça ne va pas. La preuve, c'est qu'ils ont créé un nouveau parti pour les élections de septembre, un nouveau parti qui s'appelle le New People en anglais, le Nouveau Peuple, qui évidemment est fake, est faux, est totalement faux, mais il sert à détourner une partie de l'opinion qui n'est pas contente vers un parti qui est évidemment pro-Poutine, sans le dire vraiment. Donc ça prouve en creux que les autorités russes et les services de sécurité savent que le peuple est mécontent. Est-ce que vous voyez qu'il est plus isolé que jamais aussi sur la scène internationale, même si on sait que ça fait partie des grands gagnants de cette guerre au Moyen-Orient, notamment en termes de revenus pétroliers, mais voilà, l'année 2026 a vu l'élimination de certains de ses alliés, notamment Nicolas Maduro au Venezuela. Avant cela, il y a eu aussi Bachar el-Assad en Syrie. Khamenei. On comprend d'ailleurs pourquoi, comme vous dites, il est paranoïaque. Hein. Ses 3 alliés sont morts, ont été tués ou emprisonnés. Donc on comprend qu'un dictateur comme lui aussi ait peur. Il y avait peu de monde aussi le 9 mai, hein, lors de cette fameuse parade. Il y avait peu de monde le 9 mai. Oui. Alors, il y a une des raisons aussi, c'est qu'il avait peur que des Ukrainiens réussissent à frapper la parade. Est-ce qu'il est isolé ? Je ne suis pas certain qu'il soit si isolé. Pour l'instant, il a quand même le camarade Xi, le Chinois. Et c'est pas rien d'avoir la moitié du monde derrière soi, quand même. Hein. Et puis, les Modi, l'Indien et d'autres sont pas si loin de lui, donc, ou même proches. Donc, il n'est pas si isolé pour l'instant. Mais ces alliances entre dictateurs, on sait comment ça naît, puis on sait aussi comment ça peut mourir très vite. Alors, Volodymyr Zelensky, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, propose une rencontre des négociations directes donc avec Vladimir Poutine. Fin de non-recevoir donc tout à l'heure du côté de Moscou. Est-ce que Vladimir Poutine aurait intérêt à négocier ? Non. Il est là pour survivre. Son régime... Donc il vit à travers la guerre ? Il est sur un vélo dont il ne peut pas descendre. Il ne peut que s'enfoncer. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'il disparaisse, jusqu'à ce qu'il attend que quelque chose le sauve, où la guerre va être perpétuelle pour lui. Il n'a pas le choix. Si vous regardez les 26 ans, comme je l'ai fait de son règne... Mais cette guerre, ça va quand même fatiguer la population russe au bout d'un moment. Ah oui, à un moment, oui, mais il va essayer de naviguer, il va essayer de resserrer de plus en plus, et surtout, il va faire de la propagande. Il va jusqu'à dire quand même que l'Occident, c'est l'antéchrist.
c'est dire jusqu'où il a besoin de matraquer la propagande pour essayer de tenir un peu sa population, qui n'est pas complètement dute, mais qui a aujourd'hui, et c'est ça, il me semble, le plus dangereux pour lui, qui considère que le contrat entre lui et elle est rompu, dans une certaine mesure. Autrement dit, vous nous laissez gérer, on fait ce qu'on veut, on s'enrichit, parce que c'est quand même le but principal de cette équipe au pouvoir tout de même. Hein. On s'enrichit considérablement, mais on vous donne des miettes. Mais là, les miettes, il n'y en a plus, et même on leur reprend des miettes. Et là, ça ne va pas. Là, et y compris pour les élites. Les élites pensent la même chose. Maintenant, on commence à nous reprendre un gros paquet du gâteau. Poutine a dit tout à l'heure, la France nous critique pour notre recul économique, mais regardez, nous n'avons que 16% de dette par rapport à notre PNB, alors que vous en avez 116%. Oui, simplement, il est endetté à mort auprès des entreprises russes. Donc il a fait financer sa guerre par les entreprises russes. Parallèlement à tout ce qu'on vient de dire, il y a une nette multiplication et intensification des frappes russes sur l'Ukraine, sur notamment Kiev, y compris en pleine journée. Quelle lecture est-ce que vous y donnez ? La guerre et la politique par d'autres moyens. Hein. Donc, il essaye de préparer d'éventuelles négociations ou de faire plier Zelensky. C'est la guerre, hein. C'est le but de la guerre, toujours, en espérant que Zelensky, affaibli par cette histoire de corruption, affaibli par cette histoire de nomination de quelqu'un qui n'était pas très propre pendant la guerre, enfin, d'élévation, etc., peut-être il pourrait être moins soutenu et donc, à terme, disparaître. Poutine, il a le temps devant lui pour l'instant, à la différence des leaders occidentaux. Et puis, n'oubliez pas qu'il peut y avoir une révolution pour lui extrêmement favorable dans moins d'un an. C'est-à-dire ? L'arrivée du Rassemblement national au pouvoir en France, c'est-à-dire à la tête de la France, un leader pro-russe, et ce leader pro-russe, membre permanent du Conseil de sécurité, titulaire de l'arme atomique, et qui donc pourrait renverser une bonne partie de l'Europe. Et donc il peut attendre. Si Jordan Bardella ou Marine Le Pen arrivent au pouvoir, pour lui c'est pain béni. Il ne faut pas oublier ça. Et lui, il a le temps. De ce point de vue-là. C'est ce qu'on verra donc d'ici un an. En tout cas, Vladimir Poutine, au-delà de l'Ukraine, et on en parlait également aujourd'hui dans nos titres, tente aussi de préserver l'influence russe dans l'ancien précaré caucasien, avec donc ces ingérences massives, cette désinformation aussi massive à l'œuvre dans le cadre de cette campagne pour les législatives en Arménie. Il y a eu aussi ces menaces directes contre le pays en cas de réélection du Premier ministre sortant, Nicole Pachinian, qui lui est bien résolu à se tourner vers l'Occident, qui a été donc lâché durant la dernière guerre du Karabakh par Moscou. Là aussi, vous direz que la Russie est en perte de vitesse dans son étranger proche, fameuse doctrine de politique étrangère de Moscou ? Oui, dans son ex-empire. Elle pense plutôt comme ça. Elle dit étranger proche, mais c'est ex-empire. Oui, mais enfin, le fait qu'il fasse des manipulations, c'est pas nouveau, hein, souvenez-vous. Non, mais là, c'est absolument massif. Souvenez-vous du candidat pro-démocratie en Ukraine en 2004, je ne me trompe pas, qui avait été empoisonné. Donc, ils ont toujours fait ça et ils vont continuer. Alors, c'est vrai, et les gens qui sont intervenus tout à l'heure l'ont bien montré, le cas arménien est particulièrement important aujourd'hui, parce qu'il y a la Géorgie aussi à côté qui pourrait basculer, parce que si toute cette région bascule, Trump va s'y engouffrer et donc pourra prendre une partie du pétrole. Donc pour lui, c'est évidemment considérable. Il a déjà pris pied avec cette paix entre Arménie et puis c'est toujours pareil. Avoir une démocratie qui fonctionne près de chez lui, c'est une catastrophe, parce que ce dont il a le plus peur, c'est que les Russes demandent un jour la démocratie. Donc, objectif, déstabiliser ce genre de régime. Comme je vous le dis tout à l'heure, ils ne savent faire que ça, déstabiliser les propagandes. Et ça, ils sont vraiment bons. Merci infiniment Vincent Jauvert d'avoir répondu à nos questions ce soir sur France 24. Et je rappelle donc votre dernier ouvrage, Kremlin confidentiel, publié aux éditions Albin Michel. Merci encore. Merci à vous. Pour votre participation ce soir.